Let's go. Hop. Salut tout le monde, salut Guillaume. Salut François. Je te laisse te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis associé avec François en tant que Head of Sales. Donc, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est très simple. C'est celui qui s'occupe de la commercialisation, finalement, de Capigency, donc de l'agence de François, pour pouvoir aider les freelances, justement, à obtenir plus de missions, à pouvoir aussi même partir après sur différentes missions, différentes propositions, etc. Le but étant que capitalisent plus sur à la dernière minute, c'est-à-dire choisir ce qui leur convient le moins, mais finalement anticiper et pouvoir avoir la capacité de pouvoir choisir les conditions qui leur correspondent. Et ça d'ailleurs, ce sera le sujet aussi un petit peu de notre échange aujourd'hui. Et également aussi le fait qu'ils soient dans des prédispositions pour pouvoir faire d'autres choses, avoir d'autres projets. Donc mon job dans tout ça, c'est quoi? C'est de clarifier leur situation, de comprendre concrètement comment on peut les aider au mieux, et puis bien évidemment derrière, de pouvoir les amener à atteindre leurs objectifs. C'est ça, très clair. Donc à faire en sorte de prendre en avant le volet vente pour pouvoir justement négocier vos propres conditions. Donc toutes les conditions et ne pas justement signer n'importe quelle mission qui tombe juste parce qu'il faut une mission et se mettre vraiment dans une position où on est capable d'attirer les conditions qui nous correspondent. Et pour ça, il faut déjà faire le travail un peu psychologique de se dire déjà qu'est-ce que je veux attirer et deuxièmement, j'incarne, ce que je fais actuellement va m'attirer ça ou va m'attirer complètement l'inverse. Ouais, et ça d'ailleurs, c'est un point que nous on constate régulièrement, c'est que il va y avoir deux types de freelance, c'est-à-dire le freelance qui est sûr à 100% d'obtenir les conditions idéales, euh, et parfois juste il n'a pas le système en place pour ça, et c'est ok, donc ça c'est tant mieux, hein, ça va beaucoup plus vite. Et il y a des personnes aussi qui eux savent que derrière elles n'ont pas encore les conditions, toutes les conditions réunies. Alors quand on dit psychologie, ça peut paraître un petit peu perché la façon dont on dit ça, mais c'est finalement quand tu veux certains standards, et on prenait l'exemple il n'y a pas très longtemps dans une de nos discussions, c'est tu veux être avec telle personne, avec la femme, l'homme de tes rêves, mais si tu n'incarnes même pas déjà cette personne-là, comment veux-tu obtenir la même chose en retour? C'est juste une condition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une personne qui vous amène à un entretien, qui attend de vous à ce que vous puissiez l'aider, mais derrière, si vous réclamez quelque chose que vous ne pouvez pas donner en échange, comment pouvez-vous avoir ces conditions réunies? Et c'est tout un travail finalement à faire en amont, et il y a des gens des fois qui sont très conscients de ça, qui savent qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais souvent d'ailleurs on va parler du volet négociation, mais dans ces moments-là, la personne dit ah, j'ose pas augmenter mon TJM, j'ose pas augmenter mes tarifs, j'ose pas dire telle condition, etc. Je prends parce que les conditions sont pas réunies ou parce que je me sens sous pression, etc. Mais la réalité, c'est que c'est vous-même qui créez ça. Si vous êtes convaincu intimement que vous pouvez aider la personne en face et que c'est pour autant en termes de TJM, la personne en face n'est pas censée, comment dire, euh, battre des cils entre guillemets et se dire mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe, il propose quelque chose de complètement indécent. Et il y a une troisième typologie de personnes, et ça c'est souvent aussi ce qu'on peut avoir nous des fois dans les appels d'entretien, c'est une personne qui dit il n'y a aucun souci pour moi. Moi, je sais que ça fonctionne. Et en fait, souvent, quand on va voir dans la négociation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi, c'est parce que l'ego parle, et c'est, moi, je sais que j'ai pas de problème. Sauf qu'on sait très bien, tu le sais encore mieux que moi, François, t'en as certainement accompagné plein de gens comme ça, qui pensent avoir ces standards-là, mais qui, dans la réalité, en fait, ont des standards là. Mm. Et du coup, ça se reflète directement à l'appel. Donc ça va être un peu le sujet qu'on va voir ensemble. Toi, d'ailleurs, justement, à titre personnel, par rapport à ceux que tu as déjà accompagnés, c'est quoi à peu près les proportions que tu vois justement entre ces trois typologies de personnes? En fait, je dirais ce que je vois principalement, c'est des gens qui, qui ont des niveaux de standards très élevés, mais qui n'ont pas les actions, qui ne font pas les actions nécessaires pour l'atteindre, et qui attendent qu'on leur donne les choses. C'est-à-dire qu'ils veulent du télétravail, par exemple, mais ils vont pas se dire comment est-ce que je peux incarner la posture où on va me faire confiance pour du télétravail et justement là-dessus. Et il est en mode j'impose. C'est pas je négocie, c'est j'impose. Ça, je Hmm. dirais que c'est un point que je vois pas mal. C'est en fait, on va passer d'un extrême à un autre. Il y a l'extrême, j'ai peur de négocier, j'accepte tout ce qu'on me donne et de toute façon je me crois pas capable d'atteindre ces résultats parce que je les ai pas vus, parce que c'est pas le marché, parce que raison XY. À l'autre extrême qui est de je manifeste mon résultat, je veux ma condition, allez donne-la moi. Et je vais pas chercher à argumenter, je vais pas chercher à négocier, je vais être très franc, c'est ça où tu t'en vas. Quoi. Ouais, c'est un peu entre le despote Mm. et la personne qui se laisse marcher dessus.
Et en fait, ça, c'est un truc qui est intéressant. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être même très intéressant pour les gens qui souhaiteraient prendre rendez-vous, comprendre comment ça peut fonctionner le système pour eux. C'est ce côté, justement, vente, commercialisation, finalement. Parce que finalement, quand on vient parler de nous, on est en train de se vendre. Sauf qu'il y a des gens, comme tu disais, qui vont soit imposer des conditions, qui vont être tellement dans le contrôle que ça va se sentir et ça donne envie juste de partir. Soit il y a des gens qui se laissent marcher dessus, du coup les gens en profitent pour du coup baisser leur TGM, baisser certaines conditions de travail, etc. Et dans tout ça, les gens en fait pensent que la vente, c'est imposé, c'est forcé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ce métier est mal vu aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui viendront en appel, c'est sûr et certain, qui vont dire Guillaume en face, ah, c'est bon, il veut à tout prix sa sauce. La question qui est à se poser derrière, c'est pourquoi en fait ils ont cette définition-là, selon toi? Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a alors je pense que ça date d'un peu plus longtemps et il y a un peu ce cliché de les personnes dans la tech ou les personnes qu'on voit, c'est un peu les nerds qu'on voit les choses. Et de l'autre côté, il y a une image du mec de la vente qui est là à vendre des paillassons. Et en fait, il y a deux mondes complètement déconnectés qui est un peu la tech et la vente. Et ils disent dans la tête, ah bah là, c'est que des requins qui sont là pour bouffer mon TJM. Et en plus, ils apportent aucune plus-value. Ils envoient juste un CV et ils attendent. Et en fait, c'est des vendeurs, c'est des arnaqueurs. Mhm. Et de l'autre côté, il y a les vendeurs aussi. Je pense qu'ils ont vu une cible facile chez les profils de la tech où ils se disent ils y connaissent rien, ils aiment pas ça, en plus ils ont pas envie de le faire, bah je vais marger autant que possible sur leur tronche. De toute façon, ils ont pas le choix, ils vont dire oui. Donc justement, j'impose mes conditions et je prends sur eux. Et je pense qu'il y a eu justement ce côté-là où en fait la plupart des freelance tech ont été passifs de base où ils se disent bah, j'attends qu'on me donne ma mission sous les conditions du client. Les vendeurs, ils ont vu ça, ils ont vu aller une proie facile, je vais aller marger le plus possible sur eux. Et ça a créé en fait une déconnexion, je dirais, entre les deux camps. Mais est-ce que du coup c'est une question du secteur dans lequel travaillent les personnes qui font que ce sont des mauvais commerciaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de pouvoir, ou incapables, plus ou moins qui ont des difficultés à vendre leurs propres services, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Je pense que c'est plus profond que ça, mais c'est vrai que sur beaucoup d'autres secteurs que j'accompagne, c'est pas aussi fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on va dire, il y a beaucoup de gens dans d'autres secteurs qui viennent me voir et qui me disent ah je suis pas bon en vente. Mais dans la tech, ça m'arrive vraiment de voir des gens qui sont en mode je déteste les vendeurs quoi. Là où Oui, alors, j'ai mais pas du vraiment. coup, est-ce que c'est parce qu'il y a justement aussi, de par ce qu'ils ont pu vivre, notamment on va prendre des exemples type commerciaux de SN, qui sont prêts à prendre le max d'informations possibles sur la personne, finalement pas leur donner des conditions qu'ils souhaitent, soit voire même leur donner des missions complètement à côté de la plaque, et c'est pas ça qui crée justement une mauvaise définition du commercial. En fait, finalement, tu sais, c'est comme si on prend un exemple complètement en dehors du domaine professionnel, c'est tu as eu des échecs amoureux et finalement, tu penses que de toute façon, le prochain ou la prochaine, de toute façon, ça sera la même chose. Et finalement, en fait, c'est avoir un biais qu'on a décidé de répéter sur de futures actions, alors que pourtant, la future action n'est pas forcément la même que celle des passées. Non, c'est 100% ça, hein. C'est vraiment dans le passé, j'ai vu X, Y, Z, ou même je me sentais au-dessus de certaines personnes. Je pense qu'il y a aussi un côté là où justement quand il y a eu l'âge d'or des personnes dans la tech au niveau du Covid, je sais qu'il y a un grand sentiment de supériorité qui est né en mode allez j'ai plus besoin de vous, je reçois 60 appels par jour, allez-vous-en quoi. D'accord, ok, ok. Donc t'as en fait l'impression, si je comprends bien, qu'une personne dans la tech, déteste peut-être l'aspect commercial parce que, elle voit ce qu'est, entre guillemets, un commercial à côté, par des ESN, par des chasseurs de tête indépendants, etc. Et du coup, ça lui donne une mauvaise définition de ce que c'est commercial. Deuxièmement, du coup, il y a aussi ce côté, finalement, j'ai pas tant besoin de ça, parce que à un moment donné, il y a eu une époque où finalement, ça a marché, donc pourquoi ça ne refonctionnerait pas aujourd'hui? Sauf qu'en fait, finalement, on est toujours sur la même chose, on est sur un biais de, par le passé, j'ai décidé d'imposer ma réalité, et j'imagine que même 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ça sera la même chose. En gros, c'est quelqu'un qui est bloqué dans les années 1900, alors qu'en fait, on est en 2020, quoi. Ça, C'est ça, parce que la plupart des juniors dans l'IT que je vois, ils ont pas vraiment ça très prononcé. Là où les gens plus avancés que j'accompagne, ils ont ce caractère, on va dire, beaucoup plus avancé de je déteste la vente, je suis pas bon, j'en ai jamais eu besoin jusqu'à maintenant, donc pourquoi est-ce que ça changerait? Ouais, et toi, du coup, de ton côté, avant même de parler de moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est comment tu débloques justement la situation d'une personne qui passe de je déteste finalement me vendre, je déteste la partie commerciale, à en fait c'est tout à fait logique, simple, et en fait ça fait partie aussi du nerf de la guerre dans mon travail. Plutôt que de se définir comme un vendeur, je leur dis de se positionner comme un docteur.
C'est-à-dire que leur but, c'est pas de vendre. En fait, je leur apprends pas la vente, entre guillemets, parce que dans leur tête, je leur apprends à diagnostiquer. C'est-à-dire que eux, je leur dis pas tu vas vendre, t'es pas là pour vendre tes services, t'es là pour savoir est-ce qu'il y a un problème et est-ce que tu es capable de le résoudre. Et du coup, on n'est plus dans un enjeu en fait où on va juste creuser. On est là pour creuser, c'est est-ce qu'il y a une problématique, est-ce qu'elle est douloureuse, est-ce que ça fait longtemps qu'il est là, est-ce que est-ce que moi je peux l'aider, est-ce qu'il me fait confiance, est-ce qu'il a envie de travailler avec moi, est-ce que le feeling il passe entre nous, et après comment je fais pour le rassurer sur tous ces points-là. Ouais. Et globalement, Et- quand ils font ça, ils n'ont pas l'impression de se vendre. ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ce que je disais aussi aux autres personnes qu'on accompagne sur cet aspect de développement commercial, c'est ce côté, soyez dans une logique, en fait. Ne cherchez pas à... En fait, la problématique, et si on en revient à cette définition commerciale, quand on pense commercial, la première chose que je vais te dire, c'est, première référence, être le loup de Wall Street, c'est des gens qui arnaquent, c'est des requins, toute une connotation négative finalement qui est souvent tirée en fait sur de la manipulation. Donc les gens pensent que commercial égale manipulateur, ni plus ni moins. Et du coup, ils se disent, moi j'ai pas envie d'être pas un commercial, mais un manipulateur, parce que ça correspond pas à qui je suis. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Mais le truc, c'est qu'en fait, l'éducation nous a amené à croire que vendre, c'est manipuler, alors qu'en fait, vendre, c'est créer de la logique, créer une vérité pour que finalement, derrière, on puisse montrer qu'on puisse aider la personne en face de nous. En fait, finalement, quand on discute avec un ami, qu'on discute avec une personne qui est proche de nous, on va chercher de la logique. On va pas chercher à manipuler la personne parce qu'on sait qu'on lui veut du bien. En fait, pourquoi ça devrait être différent dans le cadre d'une mission sur laquelle en plus on va rester pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et dans le but d'aider une personne, une entreprise à grandir. Ça veut dire déjà que c'est déjà biaisé dès le départ et qu'en fait finalement la personne qui est responsable de tout ça, c'est la personne qui décide de commercialiser de cette manière-là. Comme tu as dit, en fait, il y a une image très négative du monde de la vente qui est basée sur des faits que la plupart des gens ont vécu par le passé. Et dans mon cas, en fait, le meilleur moyen, c'est juste d'enlever la casquette du vendeur et de dire, ok, tu seras pas un vendeur, tu seras un docteur. Et vu que les gens n'ont pas un a priori négatif sur la casquette de docteur, ils viennent en disant, je suis un docteur, je suis là pour aider. Et du coup, il n'y a plus cet aspect, je viens pour vendre, il y a je viens pour aider la personne en face. Et pour pouvoir l'aider, il faut que je sois capable de m'aider en premier. Et pour ça, il faut que j'ai une mission sous des bonnes conditions, avec un bon TGM et quelque chose. Sinon, en fait, je ne peux pas aider le client parce que je vais être dans une mission où je ne serai pas même moi-même pas satisfait. Et dans ce cas-là, je ne pourrais pas donner de mon mieux pour aider ce client. Ouais, c'est un peu, si on prend une analogie, tu prends un rendez-vous amoureux, en fait, tu commences à inventer des choses sur toi, pensant du coup que tu es exactement l'âme sœur de cette personne en face, sauf qu'en fait, dans la réalité, à un moment donné, cette personne va se rendre compte que c'est pas du tout ça, et donc en fait, tu vas être décrédibilisé, tu vas perdre confiance, et ça veut dire que même pour les prochains rendez-vous, ça va être encore plus catastrophique parce que tu auras perdu cette confiance. C'est ça, en fait, qui fait que un freelance aujourd'hui qui va avoir un rendez-vous pour décrocher une mission, fait que pour une partie d'entre eux, soit ils sont trop dans l'aspect technique forcé, soit ils sont dans le fait de se faire écraser, du coup on leur impose une mission, soit au pire du pire ils se disent bon bah du coup si je force pas je vais au moins mentir et peut-être que ça va passer dans ce cas-là. Sauf qu'en fait ça, et peut-être que c'est peut-être pas encore conscient pour les gens qui nous écouteront, mais ça se sent. C'est même pas forcément dans les mots, c'est des fois juste dans l'attitude, dans le non-verbal. Et on en parlait, il y a des tas de gens qui avaient justement suivi un petit peu cette partie négociation, je pense à Marianne, etc. C'est des gens qui à la base ont une super bonne expertise, qui sont très bons dans ce qu'ils font, ils ont même des années d'ancienneté dans des grosses boîtes, ils ont rien à prouver. Et pour autant, ils ont l'impression qu'ils doivent encore prouver quand ils sont en appel de négociation. Alors qu'en fait, s'ils savaient et s'ils avaient le curseur basé sur leur niveau d'expérience, basé sur leur standard habituel, ils n'auraient même pas besoin de faire ça, ça se ressentirait. Et donc à partir du moment où la personne voit qu'il y a une décorrélation entre ce qu'elle prétend être et ce qu'elle est vraiment en appel, bah tout de suite une personne va se poser des questions. Et c'est normal. Ce serait tout à fait humain de douter. En fait, c'est comme si on vous disait à vous qui nous écoutez, on vous promet ça, et en fait, on l'a jamais fait. Vous n'êtes pas idiot, vous allez faire vos recherches, vous allez poser des questions, et en fait, si à un moment donné il y a une décorrélation, c'est tout à fait normal de se dire, oui, bah non, en fait, je vais pas partir là-dessus, quoi. Mais c'est normal pour n'importe qui. Donc en fait, il faut que vous compreniez que quand vous êtes honnête avec vous-même, quand vous êtes aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez, donc c'est-à-dire ce que vous incarnez, et que vous êtes là dans la logique de montrer à votre futur client que vous pouvez résoudre son problème, il n'y a aucun monde dans lequel ça ne signe pas.
Et là, on pourrait d'ailleurs partir après sur des objections, parce que ça, je pense, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, les gens qui pensent qu'il y a d'autres conditions, tu vois, des conditions externes, souvent, on en parlait la dernière fois, qui font que, oui, mais en fait, moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, j'incarne effectivement, je pense, en tout cas, cette position, cette posture en appel. Pour autant, ça ne signe pas parce que je pense que mon voisin était meilleur que moi, parce que je pense que le marché est plus difficile que ça, etc. Toi, tu leur réponds quoi à ça? Ça me fait penser à un exemple que j'ai sur l'anxiété, où la plupart des gens, en fait, ils vont être, par exemple, normal dans la vie de tous les jours, et ils vont arriver dans une situation, par exemple, je sais pas, ils doivent prendre le micro et tout, et ils deviennent tout anxieux, ils perdent leurs moyens, et en fait, il y a une déconnexion qui est ultra intéressante là-dessus, c'est que les gens pensent que les gens dans la vie de tous les jours sont leur vrai, enfin, c'est leur vraie personnalité, et la personnalité qui devient anxieuse quand elle fait quelque chose qu'elle sait pas faire, par exemple un appel de vente, c'est genre un truc qui, c'est pas eux, c'est genre un produit de l'anxiété. Mais en fait, techniquement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le vous, le vrai vous, c'est la personne anxieuse à l'idée de faire la chose, et c'est ça que vous allez montrer aux autres, et pas votre 100% parfait comme vous pensez l'être. Et du coup, ce que la personne en face, elle voit de vous, elle voit pas le vous que vous pensez voir, en fait, elle voit le vous que vous êtes actuellement. Bien sûr, oui, parce que c'est la première impression qu'elle va avoir de toi, en fait, finalement, en appel. Mais du coup, pour une personne qui, justement, va plutôt donner la responsabilité de ses échecs Ok. sur autre chose, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ça, justement? Et l'exemple concret, des choses qu'on a régulièrement à nous, c'est ah, le marché est difficile. J'ai déjà eu ça récemment, des personnes qu'on recontacte pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Ah bah finalement on est retourné en CDI, bon de toute façon le marché précédent c'était vraiment une catastrophe. Tu vois, et donc du coup derrière il n'y a pas de bah, je pense que finalement j'ai pas été assez bon sur la négociation donc j'accepte le fait d'avoir pris un CDI. Ce qui serait d'ailleurs deux fois plus honnête selon moi et ce qui permettrait de dire à la personne bah ok t'es conscient de ça, super, donc il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir progresser, de toute façon elle sera dans cette optique certainement par la suite. Alors que là au contraire elle reste dans une situation qui peut-être va perdurer très très longtemps. C'est ça. En fait, qu'est-ce que tu fais quand tu blâmes, quand tu dis c'est la faute des conditions externes, tu perds le contrôle sur la situation. Parce que tu dis plus c'est mon ressort, c'est de mon ressort, tu dis c'est la faute du marché. Parce que si c'est la faute du marché, bah moi j'ai pas à m'améliorer. J'ai rien d'autre à faire, c'était juste la faute du marché. Alors que si, comme tu dis, je dis bah en fait j'étais pas assez préparé, j'étais pas assez bon en négociation, j'ai pas réussi à rassurer le client, ça fait peut-être plus mal, mais ça te redonne le contrôle sur ce que tu vis. Et du coup, bah en fait si tu as le contrôle de quelque chose, ça veut dire que tu peux l'améliorer. Et je pense que justement il y a un côté psychologique où en fait si je sais qu'il y a enfin s'il y a une part où c'est de ma faute et que j'ai pas fait les bonnes choses pour m'améliorer, bah je vais me sentir mal à l'idée de pas l'avoir fait. Hmm. Alors que si c'est Oui. la faute du marché, je me sens pas mal. Et c'est pour ça que du coup c'est moins blessant finalement de viser un facteur externe que soi-même, parce que c'est blessant de se dire c'est ma faute, entre guillemets. Mhm. Parce que c'est ça en fait, la réalité c'est que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à En fait on aura toujours, et ça peut être un peu dur à entendre pour ceux qui écouteraient ça, mais c'est votre responsabilité d'arriver à vos objectifs. C'est-à-dire si aujourd'hui vous n'avez pas pu atteindre votre objectif X, Y ou Z, à part dans des conditions extrêmes, vraiment extrêmes, c'est-à-dire que vous faites partie des 0,001%, et je pense que si vous avez assez d'honnêteté avec vous-même, vous savez très bien que vous ne faites pas partie de ces gens-là, vous savez qu'en fait, c'était votre responsabilité. Vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix qui vont vous emmener à notre objectif. Après, il y a aussi un autre point, et ça peut-être qu'on l'abordera après, c'est les gens aussi qui ont une illusion vis-à-vis de leurs objectifs. Ils pensent vouloir ça, mais dans la réalité, au fond d'eux-mêmes, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais dans tous les cas, vous avez décidé d'avoir un objectif, vous avez décidé de signer, enfin, de vouloir une mission avec des standards particuliers, vous ne l'avez pas jusqu'alors. Ce n'est pas de la faute du marché. Parce que si c'était la faute du marché, ben dans ce cas-là, on ne serait pas là en train de débattre, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas autant de personnes satisfaites vis-à-vis de l'accompagnement. Donc ça montre bien une chose, ça montre que c'est parce que vous manquez de connaissances, et c'est normal, et c'est ok, c'est pour ça d'ailleurs que si vous prenez rendez-vous, c'est parce que vous cherchez à avoir cette connaissance, et parce qu'il manque un élément finalement en vous qui fait que vous n'avez pas atteint votre objectif. D'ailleurs, ça peut-être on peut faire un aparté là-dessus, mais il y a des gens aussi qui pensent que c'est juste un problème de justement de système, tu vois, de connaissance. Alors Mhm. que finalement, là, comme on l'a dit depuis le début, c'est qu'il y a aussi un problème d'état d'esprit. Et comment toi tu fais surgir ça, tu fais ressortir ça à une personne qui pense sincèrement que le problème n'est que du système, alors que tu sais que ben, si c'était juste un problème de système, elle aurait juste à traîner sur YouTube et trouve certainement la solution. Tu vois. Qu'est-ce qui fait que du coup cette personne n'est pas encore arrivée à ses objectifs malgré tout?
Ah, c'est compliqué, c'est compliqué comme question. Qu'est-ce que je ferais concrètement? Bah déjà, il y a plusieurs choses, c'est que je le mettrais en avant devant la problématique en fait. C'est que tant qu'il prend pas conscience de ça, moi je peux rien faire. Donc mon objectif c'est de comprendre est-ce que je peux lui faire prendre conscience du problème ou pas. Et ça, bah, je vais le faire de façon différente en fonction de laquelle objection précise est là, quel état d'esprit précis est là qui le bloque actuellement dans ce qu'il fait. Bah, par exemple, tu prends l'exemple de j'ai pas assez de connaissances actuellement, c'est pour ça que j'arrive pas. Ok, bah t'as lu combien de posts LinkedIn aujourd'hui? Bah j'ai scrollé, j'en ai vu 45. Ok, t'as lu 45 posts LinkedIn. Et le problème, c'est pas que t'as pas la connaissance, c'est qu'en lisant 45 posts LinkedIn, tu vas regarder un post, puis le post d'après, il va te dire le contraire, puis l'autre d'après, il va t'introduire une nouvelle méthode, et en fait, t'auras 45 000 connaissances dispersées, et c'est là que la personne, en fait, elle va comprendre, ouais, j'ai pas besoin de plus d'informations, j'ai déjà besoin de réorganiser les infos existantes, et juste une décision claire, une ligne claire va où avancer. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Ouais, bah ça va devenir de plus en plus fréquent au fur et à mesure des années avec les IA, avec les conseils et tout. Les gens sont experts théoriquement dans ce qu'ils font. On en revient à la chose, peut-être que dans la tête des gens, ils sont experts en vente. Pourtant, quand tu le mets devant quelqu'un en vente, il va perdre tous ses repères parce qu'il va être ultra stressé, il va être ultra anxieux et il va performer à 10% de ses connaissances. Est-ce que c'est pas aussi justement une problématique qu'on pourrait appeler la théorie de l'expert ou du professionnel? C'est il sait tout en théorie, Mais il ne peut pas appliquer. mais finalement il l'a jamais appliqué. C'est-à-dire, moi je sais de quoi je parle parce que j'ai été avant d'être dans la partie commercialisation, marketing, communication, etc. J'étais coach sportif, j'ai intervenu auprès de sportifs de haut niveau. Je pouvais comprendre 90% du problème, les 10% restants, je ne pouvais pas parce que je n'ai pas été à ce stade par rapport à eux. Donc à un moment donné, il y a une décorrélation qui se crée, et donc là, forcément, à ce stade, c'est tout à fait légitime de se dire, en fait, est-ce que c'est pas moi le problème? Et donc ça, si on se dit, ouais, non, mais en fait, c'est eux, alors qu'on n'a jamais été à leur place, c'est pour ça, quelqu'un qui va te dire, je suis bon commercialement parlant, tu le mets face justement à l'action, et tu vois que c'est pas du tout corrélé, ben, on peut pas fuir. Et c'est pour ça que ce qui est important, et d'ailleurs pour ceux pareil qui seraient intéressés pour comprendre comment on peut les aider, c'est qu'à un moment donné, nous, ce qu'on va regarder, c'est les faits. C'est-à-dire que c'est bien beau de nous dire, oui, alors moi j'ai des propositions de rendez-vous, oui, moi je pense que je suis bien positionné, etc. Et dans les faits, finalement, et ça d'ailleurs on l'a souvent, hein, une personne qui dit, je suis bien positionné, je pense que mon positionnement est clair. On lui demande, qu'est-ce que penserait un CEO en face? C'est souvent la question que j'ai posée, parce que je trouve que c'est la plus pertinente. La personne, d'un coup, si elle est honnête avec elle-même, elle se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Et d'ailleurs, souvent, ça va se corréler directement dans le concret. C'est-à-dire que on va lui demander combien tu as eu de rendez-vous, combien tu as eu de propositions de mission. Zéro. Deux. Sur combien de temps? 3 mois. Ou alors, oui, j'ai eu plein de propositions de mission. Super. Combien sont en adéquation avec ce que tu veux? Aucune. Donc, est-ce que ton positionnement est clair selon toi? Ah non. Et c'est normal. Et c'est parce soit on laisse notre ego, on met notre ego là en face de la personne qui pose des vraies questions, et donc bah si vous voulez continuer à mentir, très bien, vous allez perdre du temps comme moi je vais en perdre, ça n'a pas de sens, notre but c'est de vous aider, ou alors vous laissez votre ego de côté, on regarde les faits, et en fait vous acceptez la réalité, et c'est pas une fatalité. Ça aussi, je pense que les gens ont peut-être peur que si on leur dit la vérité, c'est une fatalité. C'est-à-dire qu'on leur donne l'étiquette de, pardon pour l'expression, mais genre, t'es un loser, c'est pas ça. C'est pas du tout ce qu'on veut partager, mais c'est juste dire, ok, tu as une absence à ce moment-là de connaissance, une absence de compétence, mais la connaissance et la compétence, ça s'acquiert, donc vous pouvez l'apprendre. Et je pense que les gens, je sais pas si c'est typiquement français, mais je pense qu'on n'aime pas se coller une étiquette, et on a peur d'être jugé pour ça, alors qu'en fait le jugement c'est la meilleure façon de progresser. Ouais, bah, oui, bah, la peur du jugement, on la ressent partout, hein, pour faire des posts LinkedIn, pour prospecter dans son positionnement partout, hein, c'est la peur du jugement, c'est un des freins numéro un, hein. Le deuxième point que je dirais en tant que frein aussi, c'est en fait, c'est des mécanismes, pas des mécanismes, des répétitions que la plupart des gens ont fait. Par exemple, s'ils viennent d'un domaine comme un CDI, des habitudes en fait d'état d'esprit qui viennent et en fait ça devient leur système de pensée par défaut et ils n'arrivent pas à comprendre que justement d'autres choses existent en dehors de ce système de pensée. Complètement. Et il y a ce côté, ça c'est intéressant, on va pouvoir en parler, parce qu'il y a aussi des gens qu'on accompagne qui font la transition CDI freelance. Et parfois on est super étonné, il y a des gens qui sortent d'un CDI ou qui sont en phase de sortir d'un CDI, qui ont un état d'esprit incroyable. Je pense à certains là, qu'on a commencé à accompagner récemment,
Et c'est presque même surprenant parce qu'on se dit souvent c'est les gens qui vont être le plus bloqués. Et parfois on a des freelances, ça fait 2 ans, 3 ans, mais ils n'ont pas du tout l'état d'esprit associé. Comment toi tu corrèles un peu justement ça? Comment tu peux comprendre cette différence alors que pourtant ça devrait être l'inverse? Bah en fait c'est quelque chose d'extrêmement personnel, c'est ce que je dis tout le temps, ça dépend pas de ton SIRET, c'est pas ton SIRET qui va te rapporter les conditions, c'est pas le SIRET qui va faire ton état d'esprit, c'est globalement, t'as des gens qui sont ultra assertifs même quand ils sont en CDI et qui justement ont vraiment un système de je veux progresser, et dans ce cas là ces gens là en fait ils ont tendance à engendrer et être dans l'action. Tandis que tu as plus des personnes où ils sont en mode bah en fait je déteste ce process là et je suis pas dans l'action, je suis dans le minimum d'action possible dont j'ai besoin pour avoir ma mission, et une fois que j'ai ma mission, bah justement je dors et je me comporte comme une personne en CDI. Mais est-ce que du coup on peut dire que finalement leur comportement n'est pas en adéquation avec le poste qu'ils ont, donc est-ce que ce serait pas plus intéressant pour eux de partir sur d'autres conditions? C'est-à-dire, Ouais. pour certains freelances de revenir en CDI, est-ce que du coup ça serait un mal du coup? Non, c'est même quelque chose que je dis et ça choque beaucoup de gens, mais j'ai déjà eu des personnes en freelance que j'ai aidé à avoir des missions qui ont repris des CDI derrière et qui ne l'ont pas vécu comme un échec en fait, contrairement à ce qu'on peut voir, parce que en fait il y a des personnes qui reviennent en CDI parce qu'ils ont été forcés par la situation, parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter au niveau de leur comportement, au niveau des conditions pour trouver des missions. Et à l'inverse, tu as des gens qui savent le faire, ont déjà testé, mais juste ont décidé que, en fait, même en étant bons dans ce qu'ils font, le fait de le faire leur apporte pas assez de bonheur comparé à ce qu'ils ont à gagner. Donc, ils sont beaucoup plus heureux à repartir en CDI. Qu'est-ce qui fait que justement ces gens-là, moi j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce qui fait selon toi avec ton expérience que ces gens finalement vivent une sorte de désillusion? Est-ce qu'on peut parler de ça? Je pense je pense qu'il y a plein de facteurs. Potentiellement les réseaux sociaux, hein, c'est, si on voit à longueur de Ouais. journée, je pense que c'est le facteur numéro un sur les années récentes, c'est t'es en CDI, t'es une merde, t'es en freelance, tu vas faire 100 000 € depuis chez toi, tu vas avoir ta lambeau orange voilà, et donc du coup en fait c'est une question de pas de réalité, d'attente. C'est les gens viennent avec des attentes démesurées qui ne reflètent pas le quotidien de ce à quoi ils s'attendent, et après bah souvent Mais ils des fois, il y en déchantent. a qui le savent pas, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se sont tellement, tu vois, ils ont tellement été embrigadés dans cette vision de CDI, c'est mauvais, freelance, c'est super intéressant, je vais avoir toute la vie que je veux. Mais en fait, il y a une contradiction qui se crée. Ça pareil, ça, je le vois souvent, c'est j'ai des bénéfices à changer de situation, à me faire accompagner, etc. Je vois aucun inconvénient. Mais par contre, je vois des inconvénients aussi à rester dans ma situation. Donc jusqu'ici, on peut se dire, bah, tous les feux sont ouverts. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent pas finalement à l'action malgré tout? Et souvent, et c'est ça que moi j'adore regarder avec ces gens, c'est quoi le bénéfice de rester dans ta situation? C'est ça. Et 100% du temps, les gens vont me répondre, bah, il y en a pas. Sauf qu'en fait, s'il y en avait pas, ils seraient passés à l'action directement, ils se seraient pas posé ces questions. Donc en fait, à ce moment-là, c'est là où je leur explique, et je peux prendre un parallèle même dans cette vidéo, c'est imaginons, vous connaissez tous autour de vous des couples qui restent ensemble alors qu'ils se détestent profondément. Pourquoi? Pour des raisons X ou Y. Ça peut être parce qu'ils ont des enfants, c'est plus simple, ça protège. Parce qu'ils ont un loyer ensemble, donc si d'un coup on se divise, bah, du coup on paye du coup 2 fois plus cher le loyer, etc. Il y a plein de raisons. Et donc ça veut dire qu'il y en a toujours une qui fait qu'ils restent dans cette situation. Et si on fait le comparatif avec les bénéfices et les inconvénients d'une situation future désirée, bah souvent en fait la situation actuelle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus confortable. Et donc c'est justifié, c'est logique que la personne reste dans cette situation. Maintenant, si par contre la personne se rend compte que elle a découvert les bénéfices associés dans sa situation, mais si on fait le rapport, c'est quand même plus intéressant pour elle de passer de l'autre côté, c'est là un coup on déclenche quelque chose. Ou parfois, la personne, on va lui dire, bah en fait non, d'un point de vue logique, reste dans ta situation. Ça a beaucoup plus de sens. Et des fois, nous, ça va nous arriver de refuser des gens parce que, en fait, bah, les conditions sont pas du tout les bonnes pour elles. 100% d'accord. C'est ce que j'appelle en fait le filtre de douleur. C'est-à-dire que la pire situation dans laquelle être, c'est pas quand t'es à 10 sur 10 de douleur, c'est quand t'es à entre 4 et 6. Pourquoi? Parce que ça te pique pas assez les fesses pour te dire je vais me lancer. J'ai pas l'impulsion de ça me fait assez mal pour dire en fait les bénéfices que j'ai à gagner sont beaucoup plus élevés que ceux à me lancer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? T'as jamais l'impulsion qui te permet de te dire bah au final je veux aller chercher plus. Et du coup, tu vas te rassurer sur le fait que oh bah ça va, il y a pire en dessous.
Et ça va te maintenir dans une boucle où tu progresses pas, où justement tu es en mode bah, je voudrais plus, je veux plus, et ma situation actuelle, j'aime pas. J'ai un patron qui me fait chier, il arrête pas de me harceler, je suis au bord du burn-out, mais je suis pas encore. Mais pourtant, J'ai je pas suis bien encore assez payé. mal. Je suis Ouais, bien, c'est ouais, ça. je suis bien payé. Tonton Monique, elle m'a dit les développeurs ils gagnent 2000 en CDI. Je connais personne dans mon entourage qui gagne 10 000 euros. Je devrais pas avoir de problème. Genre, j'ai pas le droit, je suis un privilégié. J'ai pas le droit d'avoir ces problèmes. J'ai pas le droit d'aller chercher 15 000 alors que je suis bien avec 10 000 et qu'il y a des gens qui sont à 2000. C'est ça. Et puis, le chiffre encore ne veut pas dire grand-chose, parce que je peux avoir des freelances qui sont peut-être payés 10 plus, etc. Enfin, même si on prend en TJM, tu vois, on peut aller dans certains secteurs où les mecs sont payés à plus de 1000. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont heureux? Et en fait, Non. souvent, on a aussi ce problème-là, et c'est vrai que les réseaux sociaux jouent, et ça répond quand même au sujet principal qui est signer un contrat selon ses conditions. C'est vos conditions, c'est les conditions de quelqu'un d'autre. Mhm. Et derrière tout ça, est-ce que vraiment ça vous rend plus heureux? Parce que si aujourd'hui c'est pour juste faire plus, mais sans objectif derrière réel concret, je sais pas, par exemple, nous, je sais qu'il y a beaucoup de freelance qui viennent avec des projets externes, des projets personnels. Ça peut être soit monter une boîte à côté, se faire le plus de cash en fait, et puis monter quelque chose, soit de l'apport personnel pour des projets immobiliers, etc. Ça peut être complètement autre chose, ça peut être pour leurs enfants, etc. Mais s'il n'y a rien auquel se rattacher, à quoi ça sert? Parce que Mhm. vouloir le SMIC LinkedIn, comme on dit, hein, qui est le 10 000, etc., bah, s'il n'y a pas d'éléments qui permet de lier ça dans votre vie de tous les jours aux revenus que vous voulez générer, à quoi ça sert? Si vous êtes suffisamment heureux avec, j'en sais rien, après, bon, c'est pas souvent ce qu'on va voir le plus fréquemment dans les personnes qu'on va accompagner, mais si la personne est contente avec un TJM, je dis n'importe quoi, de 400 ou 500, au lieu de, du coup, 700, 800, 1000 qu'elle pourrait avoir dans son secteur, bah, tant mieux, tant mieux. En fait, pourquoi vouloir chercher plus si ça crée peut-être plus de problématiques? Et tout ça, du coup, il faut avoir conscience. Et c'est là où moi j'interviens. C'est-à-dire qu'on met vraiment une cartographie complète sur votre situation, pas celle que vous prétendez vouloir avoir, celle qui est la vraie, celle sur laquelle on va enlever les masques et on va dire, ok, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Est-ce que c'est vraiment bon pour toi ou est-ce que ça l'est pas? Et nous, il n'y a aucun mal à vous refuser parce qu'on sait que ça ne vous servira à rien. Et si ça vous sert, on fera tout pour que vous puissiez réussir. Et ça veut dire aussi enlever vos croyances, etc. pour que vous ayez vraiment des perspectives d'avenir concrètes pour vous. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui est très fréquent. Je peux même le voir dans d'autres secteurs, hein, pas forcément ceux des freelances. Mais cet objectif en tête doit toujours être lié à vous, jamais à votre voisin, jamais à parce que votre ami lui aussi il est freelance dans le même secteur que vous et il gagne 2 fois plus que vous. Mais on s'en fout, peut-être que lui il est malheureux dans ce qu'il fait. On sait pas. Donc pensez à Et, vous avant de penser aux autres. et ça, il y a même un troisième point que je rajouterais ici. C'est t'as les gens qui sont alignés avec ce qu'ils veulent et t'as les gens qui ne sont bon, enfin qui veulent des choses avec lesquelles ils sont pas alignés. Et il y a un troisième point, par exemple, j'ai un exemple en tête, c'est souvent il y a beaucoup de développeurs qui viennent me voir, qui gagnent en fait pas mal d'argent dans ce qu'ils font. Généralement, ils sont à peu près à 100 000, 200 000 euros par an. Et en fait, ils veulent quelque chose en plus qu'ils n'arrivent pas à avoir. Souvent, c'est du télétravail parce qu'ils travaillent avec des grands groupes. Donc, du coup, on pourrait se dire, bah, ils veulent du télétravail, donc ils vont apprendre à négocier du télétravail, mais ils vont avoir quelque chose de complètement différent. C'est ils vont aller créer une offre au forfait parce qu'ils se disent l'offre au forfait va me permettre d'avoir du télétravail, sauf qu'ils s'alignent sur une vente d'offres au forfait avec le fait qu'ils ne soient pas alignés avec ça, juste parce que ça leur permet d'avoir un bénéfice en fait, au lieu d'aller Ouais, chercher en fait, directement le ils bénéfice. travestissent un peu comment dire, leur proposition, mais Mhm. finalement ils perdent au change. Voilà, et ils perdent énormément parce que dans leur tête ils se disent bah en fait c'est le moyen le plus simple d'avoir du télétravail, mais qu'est-ce qui se passe? Ils passent de facturer des missions à 100 000, 200 000 euros à l'année à vendre des offres à 500 euros. Et s'ils vendent des offres à 500 euros, bah, peut-être qu'ils vont trouver du télétravail. Le souci, c'est que tu vas falloir faire 100 fois plus de marketing parce que tu auras besoin de faire 100 fois plus de clients. Et du coup, ils passent leur journée à faire du marketing et à vendre des offres à des gens qui n'ont pas envie. Et eux, ils détestent ça parce qu'eux, ils veulent coder. Mais en fait, plus tu fais du forfait, moins tu codes. Parce que tu dois systématiser une offre que tu vas refaire en boucle et tu dois passer ta journée à la distribuer à des gens. Et en Hmm. fait, ils rentrent dans un truc qu'ils aiment pas du tout faire parce qu'ils se disent c'est la solution, c'est la seule solution pour avoir ce que je veux. Mais ils finissent Ouais. encore pire au change après, comme t'as dit. Donc en fait, finalement, si on résume déjà un peu ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est que tu vas avoir soit la typologie de personnes qui cherchent des conditions
mais sur lesquels finalement il y a un manque de connaissances, un manque de compétences, et du coup c'est logique qu'ils n'arrivent pas simplement à arriver à leurs objectifs. Donc ici on va dire c'est plutôt la personne qui qu'on peut aider très facilement finalement. T'as celle sur laquelle elle sait qu'elle veut avoir ces conditions-là, elle pense qu'elle peut les atteindre, et finalement c'est tout l'inverse. Donc là c'est plutôt un travail sur finalement le fond, c'est-à-dire psychologiquement, au niveau finalement de l'attitude, de l'ego derrière aussi à laisser de côté. Et puis il y a des typologies de personnes qui veulent un objectif, peuvent s'améliorer très rapidement, et finalement quand ils arrivent à cet objectif, qu'ils tendent vers, ils sont pas satisfaits parce que finalement ça correspond pas à ce qu'ils veulent. Mhm. Et il y a ceux qui du coup veulent un peu mixer, changer un peu les choses pour obtenir une condition particulière, mais finalement ils n'arrivent pas à leur résultat, ou finalement ils ont le résultat, mais ils ont perdu beaucoup de choses derrière. Voilà, ils ont le résultat, mais en fin de compte, ils ont ajouté tellement de complexité et de trucs qu'ils veulent pas que la douleur de faire ce qu'ils font va être encore plus grande que le bonheur d'avoir du télétravail. Donc en fait, finalement, les différents axes à travailler, c'est un, savoir si on est vraiment aligné avec ce qu'on veut. Clarté. Deux, est-ce que surtout on est cohérent entre ce qu'on souhaite et les actes qu'on va mettre en place. Et troisième point, c'est qui est un peu similaire au premier, c'est est-ce que en allant chercher cet objectif-là, je suis plus heureux finalement? Parce qu'on peut être aligné avec en tout cas ce qu'on pense vouloir, puis en fait arriver à l'objectif, il y a une désillusion qui se crée, parce que tout notre monde a été fondé sur une définition qui est erronée. C'est ça. Et c'est bah moi, en dehors de ça, dans l'onboarding, c'est la première chose que je fais, c'est clarifier les attentes de la personne et voir c'est quoi le moyen le plus adapté en fait. Parce que si j'ai un jeune de 18 ans qui est ultra bourrin devant moi et qui veut juste faire le plus d'argent possible et qu'il est vraiment ok avec le fait de travailler 16 heures par jour, bah, je vais pas le coacher de la même façon que, et je vais pas implémenter le même système de recherche de mission qu'une personne qui vient me voir qui a 45 ans, un enfant et qui veut juste, entre guillemets, arrêter de stresser pendant les périodes d'intercontrat pour pouvoir profiter de sa famille. Hmm. Et comment tu fais justement, ça c'est intéressant, le deuxième sujet que tu as parlé, dont tu as parlé, pardon, c'est quand une personne justement, parce que ça c'est un peu aussi parfois l'objection qu'on pourrait sortir, c'est oui, mais tu comprends François ou tu comprends Guillaume, actuellement j'ai cette problématique qui peut être familiale, effectivement, je suis le seul qui ramène l'argent à la maison, ou alors genre bah là je viens de perdre une mission, ou je viens d'arrêter une mission, je suis en intercontrat, et finalement j'ai pas d'opportunité, donc tu comprends que la première va arriver, la première je vais la prendre quoi. Mhm. Ouais, bah il y a une réalité, hein, ça dépend parce que moi j'ai vraiment des cas qui peuvent être extrêmes. J'ai déjà eu des personnes qui, quand ils viennent me voir, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas de mission. Ouais, 2 ans Euh, c'est compréhensible. Mais si une mm, personne de. Là on prend vraiment un cas extrême qui est, oui, là c'est logique, je veux dire, là il faut que tu prennes quelque chose, il faut que tu te nourrisses, à un moment donné c'est bon, je veux dire, tu vas pas vivre sur le dos de l'État. Par contre, ce qui est sûr, c'est cette autre typologie de personne qui peut-être maximise, extrapole vraiment sa situation. C'est-à-dire, tu mm. comprends, je suis en intercontrat depuis une semaine, on va pas vraiment pareil, on va prendre un autre extrême, ou même un mois en fait, alors que pourtant on sait qu'elle a du cash de côté, qu'elle a un an et qui se dit oui mais je vais prendre là quand même parce que j'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est finalement là si on regarde un peu ensemble, c'est finalement une peur, c'est finalement une angoisse qui s'hyperbolise et qui en fait est fondée sur absolument rien puisque cette personne n'a jamais eu ce problème-là souvent auparavant. C'est la première fois qu'elle se retrouve dans cette situation. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle vient nous voir. Hein. C'est la première fois que ça leur arrive. Là ils comprennent pas. C'est pas une personne en tout cas. On a rarement eu une personne qui venait vers nous en disant ça fait 2 ans que qu'on n'a pas eu de mission. Ça c'est un cas qu'on a déjà eu, mais c'est très rare. En général, ce que je vois, moi, c'est des personnes qui commencent à réfléchir. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Allez, c'est peut-être le maximum que j'ai dû voir, ça doit être 5, 6 mois. Mais c'est tout. C'est des gens qui, quand même, d'une certaine manière, ont encore du temps. Alors du temps, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais ont encore de l'argent de côté. Mais comme ils voient que ça se grignote, là, ils commencent à créer une sorte d'angoisse. Et du coup, ils commencent à extrapoler ça. Donc, à ça, toi, justement, comment tu peux les remettre sur le droit chemin? Bah, comme tu dis déjà, regarder est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est un fait. Le plus important parce que si je me base sur des faits, j'ai déjà eu des gens, hein, ils viennent me voir en disant ah non là c'est galère, l'intercontrat blablabla, faut que je trouve au plus vite. Il a 40 000 € sur le compte en banque. Oui, donc Voilà. pourquoi, du coup, dans ce cas-là, cette personne va prendre une mission, justement, à n'importe quelle condition, et finalement pas poser les siennes? Je pense qu'il y a un peu, je sais pas si c'est une peur ou une anxiété ou un jugement des gens, mais il y a un truc de c'est honteux de pas être staffé toute l'année.
Genre, Ok, d'accord, c'est intéressant. Ça il veut y dire a, que tu penses qu'il y a une croyance au sein des freelances, alors plutôt IT, tech, etc., qui serait j'ai l'impression que si j'ai pas de mission régulièrement, je suis un peu la honte du secteur, quoi. ouais, je l'ai même beaucoup vu dans d'autres secteurs, pour le coup, il y a ça, en mode attente, ou en fait, c'est encore une fois, c'est très calé, il y a énormément de fausses croyances qui viennent du système CDI pour moi. Et même des gens qui ne sont pas en CDI, qui au final vont se caler sur le système CDI parce que c'est tout ce qu'on leur a appris. Et même des gens qui ont été freelance depuis toujours, je le vois. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Il y a ce truc de si tu bosses pas 10 mois dans l'année, que tu prends pas tes 2 mois de vacances comme une personne en CDI classique, c'est qu'il y a eu un problème dans ce que tu as fait. Hmm. Et puis à l'inverse, il peut y avoir effectivement les freelances qui copient, enfin qui veulent copier une personne qu'ils voient régulièrement sur les réseaux et qui en fait à la fin ne vont pas parler de leurs propres problématiques. Si on regarde, bon, on est sur un secteur sur lequel il y a quand même, c'est quand même très intéressant, c'est très rémunérateur pour les gens du coup qui décrochent des missions. Mais si on prend la moyenne de tous les freelances, tous secteurs confondus, il faut comprendre qu'en général le SMIC c'est à peu près ce qu'ils vont atteindre et en brut. J'ai plus trop la moyenne, mais je sais que je pourrais retrouver une stat là-dessus où la majeure partie des freelances ne gagnent pas suffisamment leur vie. Il y a 6 ans de ça, je crois, ça remonte quand même, il y a 6 ans de ça, j'avais vu une conférence d'une personne qui expliquait que, je crois, trois quarts, à l'époque, hein, c'était trois quarts des freelances gagnaient moins de 1005-2000. C'est Donc encore c'est le cas énorme. aujourd'hui. Et ça doit être encore le cas aujourd'hui. Certainement, j'ai pas les chiffres, donc je vais pas te dire de bêtises. Mais en fait, ça me fait aujourd'hui un petit peu sourire jeune, je vais plutôt dire, parce que les gens n'osent pas dire la réalité. Et c'est marrant, alors, je sais pas si c'est typiquement français, typiquement du secteur freelance ou autre, mais on a tellement vu des standards hauts que soit on se dit je veux les atteindre, mais ça correspond pas du tout finalement aux actions que moi j'entreprends, soit on n'ose pas le dire et du coup on va complètement changer la réalité. Tout se passe bien, ça va bien, et donc c'est une protection, c'est un ego. Alors qu'en fait, si vous voulez être aidé, il y a un moment donné, c'est ok de nous dire ce qui se passe. Parce qu'en fait, on est là pour vous aider, même si on n'a pas le vrai contexte. C'est comme si vous alliez chez le médecin et vous dites j'ai mal au pied alors qu'en fait vous avez mal à l'estomac. Juste parce que vous avez peur peut-être d'avoir chopé une maladie très grave. C'est stupide, ça n'a aucun sens, donc pourquoi vous le faites avec nous? Bah, en Et donc fait, c'est là où tu vois où je veux venir, c'est de désacraliser ce côté je veux à tout prix ça, alors qu'en fait peut-être ce serait mieux autrement. Et c'est ok encore une fois de vous livrer, parce que c'est la meilleure manière pour qu'on puisse vous aider. et tu vois, le problème, il a deux faces en fait. Parce que comme tu dis, il y a la face des gens qui galèrent et que du coup, ils vont avoir peur de dire publiquement je galère, venez m'aider. Mais à l'inverse, t'as aussi la personne qui gagne bien sa vie, qui va pas vouloir faire plus parce que justement, elle voit sur les réseaux sociaux en mode, en fait, c'est honteux de vouloir plus alors qu'il y a les trois quarts des micro-entreprises qui ferment après un an. Mm, Tu vois, mm, le mm, mm. problème, il attaque les deux mêmes personnes, tu vois, juste de manière différente. C'est la personne qui a pas d'argent, elle va avoir peur entre guillemets de se livrer, de se faire aider, et la personne qui a beaucoup d'argent mais qui voudrait plus dans sa situation et qui pas encore une fois qui s'est fait influencer pour vouloir plus, mais qui veut vraiment plus et qui veut évoluer, bah il aura aussi peur parce qu'il se dit bah au final je suis pas si mal et je gagne déjà bien ma vie donc pourquoi je m'embêterais à aller faire plus. Et de toute façon je vais être jugé par Tata Monique dès que je vais dire que je veux plus que 10 000 euros. Ouais, et puis même, il y a des fois où quand la personne veut vraiment sortir de sa situation, mais que sa situation montre l'inverse de ce qu'elle désire pour le moment, c'est-à-dire, moi, elle gagne moins, elle est peut-être en intercontrat, peut-être qu'elle n'a pas eu une mission depuis super longtemps, elle va arriver en négociation, et même si elle veut fixer des attentes particulières, qu'elle sait qu'elle peut résoudre la problématique de l'entreprise, en fait, derrière, le manque se ressent. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on vous apprend aussi en négociation, c'est vous ne pouvez pas arriver dans un appel en ressentant le manque. C'est pas forcément en le disant, ça se ressent juste. Ça va être sur du non-verbal, ça va être sur une attitude défensive. Bah, par exemple, les personnes qui sont très rentre-dedans, qui imposent, souvent c'est parce qu'il y a un mal-être derrière. C'est parce qu'il y a une peur, il y a un besoin de contrôler. Mais pourquoi on a besoin de contrôler quand on sait qu'on peut tout avoir? Ça n'a pas de sens, c'est illogique, donc ça veut dire qu'il y a un manque. Quand on est en contrôle, c'est qu'il y a un manque de liberté, un manque sur quelque chose, donc ça veut dire qu'on peut le ressentir. Et parfois, vous aurez des gens qui vont vous envoyer un message, bah, ou même des fois pas, tout simplement, en disant, bah, votre profil était intéressant, mais finalement, on a opté pour quelqu'un d'autre. Mais peut-être c'était pas par rapport aux compétences. Et d'ailleurs, je peux prendre mon exemple personnel. Toutes les missions que j'ai pu décrocher ont toujours été basées non pas
sur mes compétences, même si bien sûr que ça joue, hein, mais beaucoup sur le savoir-être. Comment ça se fait que sur des réunions de groupe, de sélection, sur 10, donc là je prends l'exemple des commerciaux, je ne pourrais pas dire sur d'autres secteurs, bien évidemment, mais je parle pour mon propre secteur, comment ça se fait que sur 10 commerciaux qui arrivent avec le même niveau quasiment d'expertise, voire peut-être même certains qui sont peut-être, je pense, meilleurs que moi à la base, bah, ne sont pas pris et tout le monde, alors moi c'est vraiment un truc qui me frappe, ça montre du coup que c'est vraiment le savoir-être qui joue en premier, c'est comment ça se fait que quand le manager, le recruteur pose une question standard qui peut être, bah, du coup, si d'un coup vous deviez choisir une personne et qu'elle échouait dans sa mission et que vous deviez partir avec elle, qui choisiriez-vous? Donc ça veut dire qu'il faut montrer la confiance, montrer la véritable confiance qu'on a envers d'autres personnes, des inconnus. Et quand tous te choisissent, parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé sur bon nombre du coup des entretiens, comment ça se fait? Parce que j'ai pas parlé beaucoup de compétences. À ce moment-là, je pose plus des questions. Comment ça se fait qu'ils me choisissent tous, manager compris? C'est ce que je réponds tout le temps aux gens, c'est ce que je leur explique. De toute façon, mets-toi face à l'interlocuteur en face et tu te rendras compte que la personne en face ne peut même pas évaluer si tu es bon développeur, si tu es extrêmement bon, si tu es genre le goat de ton truc. La personne en face ne peut pas évaluer ça. Et c'est un cas, hein, tu peux regarder, même toi, si tu te mets à la place du recruteur, est-ce que tu serais capable de prendre 100 développeurs et de dire lui il est excellent techniquement, lui c'est une merde et tout? Tu peux pas, sauf si tu passes un temps Un vraiment test technique. extrêmement long, mais même avec des tests techniques, hein, c'est faussé parce qu'on en revient à. Il y a énormément de gens qui sont anxieux, tu vois, aux tests techniques, donc ils vont donner 10% de ce qu'ils ont. Donc en fait, techniquement tu peux, mais il faut que tu passes 10 heures en one-one avec chaque personne. Et personne ne fait ça dans le domaine du recrutement. Donc personne n'aura vraiment. En fait, personne ne va se juger vos compétences techniques à votre vrai niveau. Ils vont se baser sur la valeur perçue que vous avez montrée en appel. Et du coup, là, c'est pas est-ce que tu es bon développeur, mais c'est est-ce que je comprends exactement ce dont tu me dis et est-ce que je suis capable de conscientiser le fait que tu sois quelqu'un de bon parce que tu m'as expliqué les choses dans un angle que je comprends, donc les soft skills, plutôt que ton niveau sur Kubernetes et en parlant de pod Kubernetes ou de migration d'API. Et les questions aussi qui prennent à contre-pied, ça on en parle beaucoup aussi, c'est dans les entretiens, je repense à certaines personnes que tu m'avais justement amené pour un petit peu débloquer la situation en négociation. Des fois les gens répondent juste à des questions, tu sais, pendant les entretiens, alors qu'en fait, bah, le but c'est que ça soit une collaboration. Donc si vous voulez en fait avoir des conditions, si vous voulez signer certaines conditions, faut pas jouer juste le rôle de la personne qui répond, sinon vous êtes juste un robot, donc vous êtes vu comme tous les autres. Le vrai truc, c'est ce que je disais à une personne que tu m'avais amené du coup sur la partie négociation, c'est en fait intéressez-vous vraiment à aller poser des questions. Et d'ailleurs, c'est aussi, si je prends en parallèle avec moi, mon travail, c'est en général quand j'arrive sur justement des propositions de mission, je viens poser des questions que personne ne poserait jamais. Parce qu'en fait, on est bloqué dans c'est un interrogatoire, je dois répondre, je suis tendu, je vais faire de mon mieux, et en fait, juste vous êtes un numéro. Si vous arrivez, vous savez ce que vous valez, et vous savez que de toute façon, les conditions ne sont juste qu'une conséquence de vos actes dans cet entretien, en fait, allez-y, intéressez-vous, posez des questions, montrez que vous faites déjà partie finalement de l'équipe. Posez des questions que vous n'aurez jamais vues. Un petit tip, ça qui peut être intéressant. Euh, Moi, ce que je faisais souvent, et je sais pas si toi tu le proposes aussi aux personnes que tu accompagnes, mais un truc qui marchait beaucoup et que je proposais aux gens qui trouvaient justement, qui cherchaient des missions, c'est poser la question au manager, au recruteur, au CEO que vous avez en face. Concrètement, quels sont les points forts que vous avez vus en moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi sur les prochaines années? Vous projetez aussi, mais aussi ça peut être des questions comme, ben, aujourd'hui, quels est finalement les points selon vous que je devrais améliorer? C'est d'être honnête. Et vous allez avoir une 100%. discussion qui va être tellement impressionnante. Et d'ailleurs, même les managers, les recruteurs vont dire, waouh, on m'a jamais posé cette question. 100% du temps, moi j'ai toujours eu ça. C'est, on m'a jamais posé cette question. Bah oui, parce que vous êtes plus dans une position d'attente. Vous êtes plus en idylle, vous êtes juste en mode, eh, collaborons, échangeons ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? C'est ça. Et pour moi, ça, on en revient à quelque chose, c'est un réflexe de CDI, parce que quand tu te fais recruter en CDI, c'est vraiment, la plupart des CDI, c'est vraiment en mode interview, tu vois. C'est un interlocuteur en face, il te pose des questions et tu Mais est-ce réponds. que c'est vraiment CDI ou est-ce que c'est plutôt la norme dans ce secteur qui fait qu'on a l'impression que c'est CDI? Parce que en Hmm. vrai, moi je pourrais être dans CDI, je pourrais poser exactement la même question à un recruteur, à un manager. Donc est-ce que tu as plutôt finalement l'attitude qui on pourrait dire est passive, qui fait qu'on pense que c'est une norme et que ça doit être comme ça? En fait, on n'a pas décidé de se dire, tiens, mais c'est une interaction humaine, je vais changer de paradigme. Parce qu'en fait, c'est ça, on est juste des robots, hein. Si on prend ton exemple, on est juste des putains de robots. Donc si on est juste des robots, mais comment faire pour être plus humain? Parce qu'après tout, finalement, On recrute un humain. l'entretien, c'est ça, c'est un entretien. C'est donc un échange entre humain et humain.
c'est Bon, un ça. jour, on sera remplacé par, les managers seront remplacés par des IA, on verra. Mais à ce stade-là, on a encore la chance de pouvoir discuter avec des gens qui, en plus, vont voir le feeling, vont voir le, comment la personne agit. Si vous dites, ben moi je sens que je suis perfectionniste, vous êtes comme ça, revenez sur vous-même, moi je m'en fous de ce que vous venez de me dire verbalement. Je vois en vous que vous n'êtes pas à l'aise du tout. Est-ce que ça me donne envie pour la suite? Probablement pas. C'est 100% ça. Et du coup, comme tu as dit, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup. Où en fait on reprend le truc de bah ouais, c'est ok, globalement. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens ont. En fait, il y a une peur de confronter les gens sur certaines questions. Je le vois beaucoup. Par exemple, à la fin de l'appel, la personne, elle va pas justement demander ok. Et globalement, est-ce que, de ce que vous avez ressenti devant l'appel, est-ce que vous pensez que je suis justement la meilleure personne pour aider les besoins du client? Et personne dit ça. Et la personne en face, elle va te dire oui, ok. Bah, et du coup, tu peux retourner la situation. Ok, pourquoi est-ce que tu penses que je suis la bonne personne? Boum, il va auto-pitcher les raisons de pourquoi il pense que tu es une bonne personne. Donc, il va s'auto-renforcer le fait que tu sois un bon candidat. Et après, tu fais l'inverse. Ok. Et est-ce que actuellement, sur mon parcours, il y a des freins qui feraient que le client pourrait ne pas vouloir avancer avec moi? Bah oui, parce que t'as peut-être pas forcément parlé de ce truc. T'as pas forcément parlé de migration API Et justement j'ai sur ce répondu truc-là. pour à ce moment-là, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que ça vous intéresse si je vous montre un cas d'étude où j'ai géré une migration d'API dans l'ancienne entreprise où je travaillais? Ah bah vas-y, avec plaisir. Ok, boum, on avance. Et si t'avais pas fait ça avant et que t'avais pas parlé de migration API, il t'aurait pas dit non, il aurait juste dit ah oui, oui, je vais voir avec d'autres Et candidats, je reviens, boum. t'aurais jamais su le pourquoi finalement. En fait, ce qui est T'as pas été important ghosté. même pour signer, en fait, avant même de signer, même si c'est refusé, c'est de comprendre pourquoi. Parce que finalement, si Exact. vous comprenez pas et que vous avez toujours refus sur refus sans explication claire, ben en fait, vous passez à côté de la vérité. Et si par contre vous avez à un moment donné un pattern qui revient régulièrement, ah, c'est super. Vous savez que vous pouvez vous améliorer. Donc normalement, la prochaine c'est la bonne. C'est ça. On en revient aux conditions externes. Si c'est la faute d'une condition externe, tu t'améliores pas. Si t'as pas de clarté, tu sais pas c'est quoi la faute, bah tu peux pas l'améliorer. En fait, toute chose que tu ne sais pas, tu ne pourras pas l'améliorer, tu seras juste voué à la répéter encore, encore, encore jusqu'au restant de tes jours. C'est ça. Exactement. Donc, première chose à faire, c'est gagner de la clarté. Et comment on gagne de la clarté? Bah, en n'étant pas un PNJ qui attend justement et d'aller au contact de ok, bah, j'ai besoin de cette data là, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de moi, qu'est-ce qui aurait pu freiner, et juste d'y aller au contact. Et ça revient avec un autre point, c'est que si quelqu'un me dit oui à tout ce que je dis, moi j'ai pas confiance en lui. Et ça, la plupart des gens pensent que dire oui, en mode oui, oui, je peux faire votre mission, je peux faire le projet, je peux faire tout, ils vont dire oui à tout. Oui, je peux gérer la migration, oui, je peux faire ça. T'as pas regardé sous le capot. Tu sais même pas ce qu'il y a vraiment dans le projet, tu connais même pas les contraintes techniques, tu connais même pas l'enjeu du truc, et t'es en train de me dire oui. Bah, je vais pas te faire confiance. Je vais croire que tu me bullshit. Il y a pas Mais la c'est à ce preuve de ce que moment-là où tu me tu poses des racontes. questions pièges en plus des fois. C'est à ce moment-là où Exactement. tu sens quelque chose et la personne souvent va te poser une question piège et c'est là où d'un coup tout s'effondre. C'est là où tout s'effondre. Pourquoi? Parce que dans ma tête, si je me dis tu m'as menti une fois, plutôt que de l'avouer, c'est Tu remets foutu tout en parce que je me cause. dis sur quoi est-ce que tu m'as menti que j'ai pas encore vu dans l'appel. Ouais, Et tu remets là, tout en tout condition. s'effondre. Donc très important, soyez vraiment humble. S'il y a quelque chose que vous connaissez pas, creusez, posez des questions. Et si vraiment vous ne savez pas, dites je sais pas directement. Dites je sais pas. Mais par contre, voici comment je pourrais potentiellement faire, mais je sais pas si c'est la bonne solution ou pas. Juste tu mets en fait ce que tu pourrais faire. Et pareillement, et tu vois, s'il y a un point, par exemple, je prends un truc qui est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui se font recaler parce que le client il va demander est-ce que vous savez faire ça? Les gens savent pas faire, donc du coup ils disent non, je sais pas faire. Ah, mais par contre, je peux peut-être me former avant la mission et tout. Ça marche pas. Et en fait, pour moi, la bonne solution ici, c'est de creuser. Ok, bah avant de voir tout ça, déjà, est-ce que le besoin il est important? Pourquoi il est important? Ok, est-ce qu'on pourrait pas le remplacer par autre chose? Est-ce que c'est vraiment le point principal du brief? Ou si c'est juste, il veut cocher sa case de 35 compétences, mais il y en a 3 en fait qui sont vraiment décisionnaires. Et en fait, plutôt que de dire oui ou non ou d'être très binaire, c'est comme Guillaume a dit, bah, soyez curieux, posez plein de questions, parce qu'en fait, en posant des questions, vous allez voir que 90% des trucs qui sont censés être indispensables ne le sont pas. Et du Oui, coup, ils vous sont juste là pouvez... pour cocher certaines cases parfois. C'est C'est juste ça, voir l'élément parfait, mais on sait très bien que la perfection n'existe pas. C'est juste, c'est pas être c'est parfait, c'est être l'idéal. différent. C'est être différenciant en fait qu'il faut créer.
Donc ouais, et après pareil, ça se fait un peu moins et du coup ça c'est bien, le recrutement il avance là-dessus, c'est globalement quand t'as un profil tech, t'as pas non plus le R1 avec la secrétaire qui comprend rien et qui a un test qu'elle comprend pas sur le dev et qu'elle... Parce qu'avant t'avais des sortes de QCM comme ça où elle te donnait un truc et t'es en mode alors tu sais faire la vente, hein, tu dis quoi à un prospect qui te dit ça. Il a répondu quoi? Ah c'est pas ce qui est écrit, faux. Et Mhm. ça, par le passé, on avait beaucoup. Et tu vois, pour moi, quand il y a une question floue, par exemple, j'en ai vu un d'une personne sur LinkedIn qui a posté hier qui était vraiment ultra pertinent, où il y avait une recruteuse qui posait une question: est-ce que vous avez des enfants? Et là, les gens répondent oui ou non, mais sans Sans savoir savoir pour quelle pourquoi. raison. Alors que, Exactement. en fait, si tu creuses, tu vas voir est-ce que la personne, elle est réceptive ou pas à l'idée que tu aies des enfants ou pas. Est-ce qu'elle demande justement parce que l'entreprise a une garderie qui peut s'occuper de ton enfant, ou est-ce qu'elle te demande parce qu'elle sait que justement tous les gens ils vont être kickés qu'ils ont des enfants. Et comment est-ce que tu peux bien répondre alors que tu sais pas à quoi t'attendre? Si tu réponds oui ou non, t'as perdu parce que t'as pas creusé. Complètement. Et ça arrive tout le temps. Des trucs genre, comme t'as dit, c'est quoi votre plus grand défaut? Si tu serais un animal, tu serais quel type d'animal? Quoi? Mais Et ça, j'ai une anecdote qui est trop folle là-dessus. Et ça montre à quel point des questions floues, c'est lié à une peur que vous devez résoudre. C'est une personne, il avait dit un truc comme ça, je sais plus exactement, genre, t'es quel type d'animal? Et le personne, il a répondu un lézard ou un truc comme ça, je sais plus. Et après, il avait demandé pourquoi. Et le client, il a dit: ah, parce que moi, j'aime pas trop les animaux qui ont l'air un peu fainéants. En mode, quoi? Et du coup, il est allé C'est- creuser. Et il est en Ouais. mode: bah, on n'aime pas les animaux qui sont fainéants parce qu'un jour, on a recruté un freelance en télétravail et bah en fait, il était en télétravail, il travaillait pas pour nous. Il était dans son canapé et il bossait pas. Et depuis, on a une peur du télétravail, de donner du télétravail à quelqu'un, parce que le mec n'a pas fait son travail quand on l'a embauché. Mais du coup, plutôt que d'aller voir le côté est-ce que tu feras bien ton travail, ils vont se dire: si je lui demandais c'est quel type d'animal, parce que s'il me répond que c'est un paresseux, ça veut dire qu'il va pas travailler pour moi. Et C'est un mec qui aurait dû travailler dans un zoo, ça. Mais t'as des trucs fous comme ça. Et comment est-ce que t'aurais pu comprendre la peur que le mec il prenne pas quelqu'un parce qu'il avait une ancienne peur sur un freelance qu'il a mal recruté en télétravail et que du coup il utilise une question de qualification sur des animaux pour répondre à son besoin. Genre, tu peux pas deviner ça, c'est impossible. Non, 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 c'est clair. C'était pas un minimum curieux. Donc en fait, finalement, pour conclure, c'est soyez honnête avec vous-même, tant dans vos attentes que dans ce que vous êtes, ce que vous incarnez aujourd'hui. Il n'y a pas de mal de dire que vous n'êtes pas encore assez compétent ou que Bien sûr. peut-être il y a une désillusion par rapport à ce que vous êtes vraiment et par rapport à vos attentes. Et en même temps, soyez curieux. Allez chercher, poser les bonnes questions pour vous comme pour les autres, parce que c'est ce qui, d'ailleurs, c'est l'argument numéro un en fait dans toute négociation, c'est soyez humain. Et un humain, il est curieux, il pose des questions, il s'intéresse à la personne en face, et il est honnête, il est humble vis-à-vis de lui-même. Et c'est ce qui fait du coup un vrai, et du coup peut-être que ça va changer votre définition sur ce qu'est un commercial, et peut-être ce que vous devez vous incarner dans cette partie-là, c'est que vous êtes juste un être humain. Vous êtes juste vous-même, et vous-même, c'est vos faiblesses, vos forces, c'est tout ça à la fois. Et si vous commencez à basculer vers l'un plutôt que l'autre, parce que vous voulez cacher certaines choses, certaines vérités, vous basculez dans le non-humain, ça va se sentir, et à un moment donné, ne vous étonnez pas, vous dites: bah, je comprends pas, techniquement j'étais bon, mais personne m'a dit on verra ça plus tard, ou on vous rappellera, ou j'ai plus de nouvelles. Mhm. Non, mais 100% aligné. Incarnez ce que vous voulez être. Si vous voulez quelque chose, faites en sorte d'être la personne qui va attirer ce résultat. Et ensuite, soyez curieux, continuez toujours à vous améliorer, comprendre que ça se fait pas en un jour, que c'est une amélioration continue. Et le plus important, moi, ce que j'apprends aux gens à faire, c'est amusez-vous. C'est bête, mais le meilleur moyen de progresser dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est de s'amuser. Donc plutôt que de voir ça comme une corvée à faire, trouver un moyen de rendre les interviews clients amusantes, tu vois. Et ça, t'as plein de trucs, ça peut être personnel, je sais pas. Tu fais une interview que t'as bien fait, bah tu vas aller te faire un McDo, tu vas aller te faire un petit plaisir, un petit truc, une sortie avec ta femme, peu importe, mais tu peux te conditionner pour aimer faire les choses que t'aimes pas actuellement, et tu te rends compte que le fait que t'aimes pas quelque chose, c'est t'aimes pas la perception que t'as de cette chose, mais c'est pas forcément que t'aimes pas la chose en elle-même. Et tu peux Non. apprendre à aimer quelque chose que t'aimes pas forcément sur le papier. Et on en revient au principe même qui est la définition de ce que c'est finalement l'aspect commercial. Si vous voyez ça toujours de manière négative, bah bien sûr que vous allez galérer, bien sûr que vous allez vous mettre des freins vous-même. Si vous commencez à trouver des stratagèmes pour vous qui vous correspondent et qui vous donnent envie justement d'avancer, la partie commerciale, négociation sera juste un jeu d'enfant. C'est Ça sera ça. juste en fait quelque chose de normal sur lequel
vous avez juste une vérité qui est vous vis-à-vis de la situation proposée. C'est tout. On Et enlève donc toute là, la vous pourrez pression. signer selon vos standards. Exact. Super. Bah, je pense qu'on a fait carrément le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. Bah, pareillement, là, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Nickel. Hop. Bah écoute, franchement, c'était un super bon échange. J'ai bien apprécié. En plus, ça permet de voir aussi les différents contextes. Donc, pour les gens, en tout cas, qui écouteront, qui verront cette vidéo, je pense que ça donnera beaucoup de perspectives. Et si d'ailleurs les gens ont peut-être même des questions, peut-être même des blocages qu'ils voient, bah, faut pas hésiter, hein. Soit vous en parlez directement avec nous, hein, que ce soit sur les différentes plateformes, bah, sur tes réseaux à toi, hein, François, sur YouTube, ou bah, même prenez un rendez-vous, parce qu'en fait, le meilleur moyen de savoir finalement où est le problème, c'est d'en parler à quelqu'un qui n'a pas des œillères comme vous. C'est-à-dire, on a tous des œillères, on voit tous notre monde d'une certaine manière, et le meilleur moyen, c'est de voir justement avec quelqu'un qui pourra justement enlever ses œillères, vous dire, tiens, est-ce que tu avais vu là, là, là? Et potentiellement, c'est là où vous allez avoir d'un coup un éclair de génie, vous allez dire, ah, punaise, j'avais jamais vu ça comme ça, et c'est là où votre monde va pouvoir basculer dans le bon sens du terme, et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vos vrais objectifs. C'est ça. Et une fois que c'est fait, c'est quand même beaucoup plus fun de vivre dans un monde où tu t'amuses et t'as plus d'anxiété à l'idée de ton travail et de voir vraiment ça comme un objectif de bah, je suis un gamin, je vais m'amuser, je vais pousser le truc jusqu'au bout. Plutôt que d'être dans un état d'esprit de toujours c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute de quelque chose d'autre, et puis c'est pas grave. Et être anxieux à l'idée de plein de choses, et c'est pas forcément l'idéal à vivre, quoi. Carrément, carrément. Super. Voilà. Donc voilà, bah, écoute, merci Guillaume pour aujourd'hui, très instructif. Avec plaisir, Ouais. merci à toi en tout cas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y aura les liens juste en dessous dans la description. Je mettrai aussi les liens de Guillaume. Et voilà, on se dit à bientôt. Ciao, ciao tout le Ciao. monde.